Bonjour mes kiki-cueilleurs, ici Catherine, votre coach de vie sexuelle. Bienvenue sur la chaîne Les Clés du plaisir. Vous savez, ici, on parle toujours de sexualité positive, de plaisir et de changer sa vie sexuelle pour la vivre sans tabou. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de ce que je fais habituellement. J'ai, dans les dernières semaines, attrapé un Reels sur Facebook qui m'a amené à une gigantesque réflexion. Vous avez vu le thumbnail, vous avez vu le titre. Je vous donne le trigger warning maintenant. On va parler d'ITSS, on va parler de HIV, on va parler de fétiche et de tout ça un petit peu tout mélangé ensemble. Donc, la façon qu'on va procéder, je vous mets le reel en même temps, je vais y réagir au fur et à mesure, vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête quand je l'ai vu, puis après ça, on va peut-être même continuer un petit peu la conversation pour vous montrer, puis peut-être aussi vous amener à voir d'autres perspectives qui m'ont moi aussi confronté. Donc, malgré tout, cette vidéo-là m'a quand même confronté à plusieurs choses, autant au niveau personnel, puis aussi à la différence à faire entre la réaction personnelle et la réaction professionnelle dans une situation comme celle-ci. Le thème de la vidéo, c'est le bug chasing. Je vais aussi essayer de vous traduire certains petits bouts qui sont nécessaires à la compréhension globale du vidéo pour vous, les personnes qui parlent seulement français. C'est parti! The term bug chasing refers to someone who's HIV negative but wants to be infected with the HIV virus. Bug chasing. OK, donc pour bien comprendre déjà la prémisse, on a trois personnes qui sont assises avec une autre personne qui est masquée dans la vidéo, simplement pour protéger son identité, parce que c'est quand même des sujets assez chauds, assez polémiques. Donc la personne protège son identité face à ça, puis ils vont discuter du sujet. La personne explique en premier lieu que le bug chasing, c'est de vouloir attraper volontairement le VIH, donc le virus qui mène possiblement au sida, par fétiche, donc par intérêt fétichiste. Actually, a very, very small proportion of the gay community and people who are HIV positive, the number that deliberately bug chased is, again, really quite a small proportion. I've been described as an ethical gifter in that I have a conversation with someone, so I would never go up and have sex with someone randomly without first having a discussion about my status. Why would anybody want to be given HIV? For all sorts of reasons. Some see it as fetish, some see it as power play situation, some people want it so they can relax. Déjà, en partant, c'est quand même assez confrontant de penser qu'il y a quand même des parties de certaines communautés sexuelles qui décident de se donner des maladies transmissibles sexuellement volontairement. Donc, c'est déjà quand même assez élevé là, comme sujet. Là. Puis on voit déjà que les personnes sont très, très, très inconfortables à propos de ça. Je vous dirais que la première fois que je l'ai vu, moi aussi, j'ai eu un visage de choc. Là, tu sais, là, c'est la deuxième fois, je sais où est-ce qu'on va en venir. Mais j'ai aussi fait un « Oh, OK, je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas aussi sous quelle forme ça pouvait exister. » Puis un peu comme la personne demande pourquoi on ferait ça, ben c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons à ça. Je vous parlais que j'allais sûrement rajouter des nouveaux petits bouts de réflexion qui me sont venus dans les jours suivants. J'en ai eu encore plus en faisant le montage des premiers extraits de la vidéo que j'ai fait. Ici, ça m'a fait repenser à une personne que j'avais rencontrée il y a quelques années qui me disait en gros triper sur le tabou. Donc, c'était dans le fait que quelque chose était tabou que cette personne-là était excitée. C'était vraiment pas dans la pratique en tant que telle. Donc, ça pouvait être un peu n'importe quoi tant qu'il y avait un facteur de choc, soit de se faire voir, donc que ce soit en soirée ou filmé ou peu importe, ou d'expliquer à quelqu'un l'anecdote, bien sûr, les personnes qui ont consenti à l'écouter, d'expliquer l'anecdote qui lui est arrivée. Donc, il fonctionnait vraiment par intérêt du tabou. Puis ça m'avait vraiment comme intriguée parce que c'est pas quelque chose qui est tangible. Quand on pense très souvent à un fétiche, on a toujours quelque chose en tête de tangible. Même que la description d'un fétiche, la définition première, c'est vraiment que ce soit un objet inanimé. Mais est-ce que une idée peut être un fétiche? Là, ça, je trouvais ça intéressant. Puis, au final, on peut se demander, est-ce que pour vous, une idée, ce serait aussi un fétiche ou ça doit vraiment être plutôt quelque chose de tangible, comme des pieds, des souliers, donc des choses qui peuvent être touchées? Will you seek any medical help for that at all?
I will do at some point. So you're gonna knowingly give yourself something and then use an NHS service that's already strange because you're fulfilling some sort of weird fetish or fantasy. I didn't contract it for fetish or fantasy reasons. No, but will you use? My question is like, will you then use? You've knowingly given yourself something, and then are you going to then use? Are you going to go private, so you're paying for it yourself because it's something you've chosen to give yourself, or are you going to use the NHS? I won't be going private. I will be using the NHS at some point when I decide to go on medication. However, there's also the argument that people who take PrEP use up NHS budgets as well. I've been struggling too. Je trouve que c'est quand même un super de bon argument, bien que c'est peut-être amené un petit peu tôt dans la vidéo, où se trace la ligne quand on va tellement loin, que ce soit dans un fétiche ou dans une pratique sexuelle, qu'on se retrouve à risque de blessures graves. Puis là, blessures, j'entends aussi attraper justement le VIH, fait quand même partie d'un type de blessure, même si c'est une maladie. Ben, c'est un virus. C'est quand même quelque chose un peu à prendre en considération, parce que malgré tout, il y a un côté éthique à la question. C'est pas qu'un côté éthique, un côté social. On dépasse un petit peu le contexte tes propres actions n'impactent que toi. C'est que là, tes propres actions vont commencer à impacter aussi le système de santé en général. C'est plus simplement, bon, c'est facile, peu importe ce que je fais, c'est juste moi, fait que ça dérange pas personne. En réalité, souvent, ça va plus loin que ça va au-delà de notre propre perception personnelle, de nos propres impacts sur notre propre vie juste à nous. Puis on va y revenir à cet aspect-là parce que c'est quelque chose qui m'était revenu aussi quelques jours après l'avoir vu pour la première fois. On parle aussi de la PrEP medication. Le PrEP, c'est dans le fond un médicament qui a été commercialisé pour aider à réduire, dans le fond, l'exposition. Donc, si on a un risque d'être exposé, on peut prendre le PrEP pour prévenir justement le VIH. Donc, ils disent que c'est un peu l'équivalent. Si tu vas sur un médicament préventif et que tu passes par le système de santé publique, donc payé par la société ou en partie par la société, ça se passe aux États-Unis, c'est un peu l'équivalent de dire, bon, je me suis arrangé par intérêt personnel à attraper le VIH, mais maintenant, je vais aussi utiliser les services de santé sociaux pour justement m'aider à contrer après ça les impacts négatifs que ça va avoir. Parce qu'on parle quand même du VIH. Une infection VIH, c'est très, très sérieux. Ça ne se guérit pas. Bien sûr, j'ai apporté cette réflexion-là aussi à d'autres personnes autour de moi dans les jours suivant mon écoute. Puis, il y a une personne qui m'a apporté quelque chose de très pertinent. Il m'a pointé le côté du risque de le donner à d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement consenti. Puis là, je trouvais ça un petit peu bizarre qu'il me dise ça parce que je lui avais expliqué la prémisse de la vidéo que le but étant de partager le virus VIH entre personnes qui y consentent. Et comme la personne le mentionne aussi dans la vidéo qu'on a vue tantôt, il y a vraiment un aspect de négociation qui est fait par rapport à ça. Mais ce qu'il me disait, c'est que, en gros, ça augmente en fait le potentiel général dans la communauté. Donc, la statistique, le nombre de personnes qui vont avoir le VIH va être forcément plus haut, ce qui, à terme, augmente aussi le risque pour les personnes qui n'ont pas consenti. Parce que oui, ça peut être fait entre personnes consentantes, mais au-delà de ça, après ça, la personne à qui lui l'a donné, il ne sait pas qu'est-ce que cette personne-là va faire avec. Est-ce qu'elle va avoir des pratiques 100% sécuritaires, toujours le port du condom, prendre sa médication, etc., ou pas? Il n'a pas de contrôle là-dessus. Puis, on en venait dans la discussion qu'on avait à commencer à se demander, OK, est-ce que finalement, peut-être, c'est moins éthique socialement sous cet aspect-là? Parce que ces personnes-là propagent en fait un virus qu'on aimerait plutôt voir éradiquer en réalité. Puis ça m'a vraiment intéressée comme réflexion parce que j'avais pas vu cet aspect-là. Je pense que c'est un petit peu peut-être à cause du biais. Donc, le fait que moi, je travaille toujours personne à personne, donc un à un. Donc, j'ai parfois une vision un peu moins peut-être globale de l'impact social général que quelque chose peut avoir. Fait que c'est le fun d'être remis en question sur ces aspects-là aussi pour pouvoir avoir vraiment une perspective, une réflexion qui englobe le plus de choses possibles, le plus d'aspects possibles. Should I say anything? Because I have been living with HIV for 10 years, and although right now I've got a handle on it mentally, from the very beginning I've been undetectable, no risk to my partners. But I know a lot of people don't have that privilege, and people kill themselves after diagnosis when they realize what the reality is, right? That said, for a lot of people mentally, the gayest thing you can do
is get HIV. So I think it's no surprise that some people derive sexual pleasure and it's part of people's sexual behaviors. Il apporte un point vraiment intéressant justement sur le processus du développement peut-être d'un fétiche d'une certaine mesure. Dans ce qu'il dit, on va reculer un petit peu. I have been living with HIV for 10 years, and although... Donc, cette personne-là a le VIH depuis 10 ans, même s'il dit qu'il est indétectable. Donc, sa charge virale, dans le fond, n'est pas assez élevée pour être détectée, mais il sait qu'il a contracté le virus à un certain point dans sa vie. I've been undetectable, no risk to my partners. Parce que c'est important de savoir que même si on a le VIH, si notre charge virale n'est pas détectable, ça veut dire qu'elle n'est pas assez élevée non plus pour potentiellement infecter un autre partenaire, une autre personne. For a lot of people mentally, the gayest thing you can do is get HIV. So I think it's no surprise that some people derive sexual pleasure and it's part of people's sexual behaviors. J'ai bien aimé l'aspect où il dit « The gayest thing you can do is getting HIV » et c'est pour ça que, justement, ça devient érotique à un certain point. Ce que ça m'a fait penser, c'est un peu le côté d'hyper-image, hyper cliché, si on veut. Donc, de dire l'image qu'on se crée encore aujourd'hui, dans une certaine mesure, à cause de ce qu'on a traîné comme préjugé à travers les années envers la communauté gay, est souvent rattachée au VIH, est souvent rattachée à l'épidémie du sida, auquel ils sont encore soumis aujourd'hui, malgré les avancements médicaux. Un peu comme des choses qui sont extrêmes ont souvent, j'allais dire toujours, mais souvent un aspect érotique qui va s'y rattacher. C'est dans l'exagération. Donc, de dire, de pousser au maximum la limite possible, ça sera toujours un micro-pourcentage, mais il va toujours avoir ces quelques personnes-là qui vont trouver érotique l'extrême. Donc, le côté de l'extrême, l'attrait de l'extrême, l'attrait du tabou aussi. Fait que je pense que c'est un peu ça qu'il voulait dire par là. Moi, c'est ce que j'en retire. Puis, je peux connecter à ça. Je peux comprendre le concept au-delà du choc premier de penser justement de s'échanger des virus de manière consentante. Ça sonne un petit peu comme quelque chose qui est irréconciliable. Mais quand on va plus loin puis qu'on pense au-delà de nos émotions premières, ben, on peut se placer un petit peu de l'autre côté de la question. So what is the law in terms of giving people HIV? There's something called reckless transmission, and if I passed on my HIV to someone who didn't know my status, that I hadn't disclosed it to, if they weren't aware of my status, I hadn't used a condom or taken other precautions, I could be charged with GBH. Personally, I've never had sex with someone who hasn't known my status. Ce qu'il dit ici, c'est super important, ça se passe aux États-Unis, ça se passe de la même manière au Canada. Si le VIH est transmis de manière, on va dire maligne, dans le sens où vous êtes conscient de votre statut ou la personne avec qui vous avez une relation sexuelle sait qu'elle a le VIH et qu'elle vous le transmet, donc il n'y avait pas de port de condom, il n'y avait pas de précaution. C'est quelque chose qui est punissable par la loi, donc on peut vraiment être arrêté, faire de la prison pour ça. Donc c'est très important de prendre ça en considération. Or if they haven't known my status, that I haven't had a type of sex that would they be at risk from contracting HIV. Do you know how many people have contracted HIV from you? I don't really want to... Yeah, no, I prefer not to answer that. I've never heard back from anyone that I've had sex with that has regretted a positive test result afterwards. I do know of other people who have regretted it. Maybe it just goes to show because of those outcomes that the approach I take is the moral, is the ethical approach to it and helps minimize the risk of someone reacting badly to their diagnosis. Or maybe I'm kidding myself. Là, on touche vraiment, justement, il dit c'est la chose morale, c'est la chose éthique à faire. Là, j'ai eu de la misère. Je vais vous avouer, c'est ce qui m'a amené le plus de réflexion les jours suivants. C'est de dire quand est-ce que un consentement éclairé, enthousiaste, ne devrait peut-être pas non plus être valide ou est-ce que ça devrait quand même être valide? Tu as deux participants qui sont
100% conscients du risque, 100% conscients des conséquences de leurs choix, de leurs activités, de ce qu'ils vont faire. Puis les deux sont encore 100% in à l'idée. Puis c'est même ça qui était recherché dans le concept qu'on a parlé au tout début. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Est-ce qu'on est encore dans l'éthique de la chose ou est-ce que ça va au-delà de ça? À quoi on touche? Puis, je vous disais que ça touche un côté personnel et un côté professionnel en même temps. Et c'est là où, pour moi, la réflexion a été, oui, un peu un roller coaster, mais en même temps tellement enrichissante puis tellement excitante à avoir, dans le sens où on se retrouve à se demander potentiellement, OK, du côté personnel de la chose, j'aurais un partenaire qui voudrait faire ça, qui voudrait s'engager dans le bug chasing, qui me dit, OK, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai envie. J'aurais énormément de mal à vivre avec cette décision-là de pouvoir dire, oui, OK, vas-y, have fun, tu sais, vis ton fétiche, vis ton trip, vis ton fantasme, peu importe comment c'est vécu pour cette personne-là, tu sais. Parce que, au niveau personnel, on a un attachement, on a une relation, on a quelque chose envers une autre personne qui fait en sorte qu'on veut l'avoir around habituellement le plus longtemps possible. Donc, on veut l'avoir près de nous pour plusieurs années. Et là, le VIH, forcément, va venir couper ce temps-là d'une manière ou d'une autre. De combien de temps, on ne sait pas. On ne saura jamais, c'est différent pour tous les porteurs du virus. Mais on se retrouve à se dire, ben, à un certain point, à cause de cette décision-là prise maintenant, je vais perdre cette personne-là. Ça, ce côté-là, je le trouvais difficile. Par contre, là, je me suis mis à me poser la question, OK, en tant que sexopositive, avocate du sexe libre, du sexe consenti, du sexe où tous les adultes consentants peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'est-ce que j'ai à dire réellement sur la question? Qu'est-ce que je peux dire réellement sur la question? Parce que la première réaction que j'ai, c'est « Oh mon Dieu, je pourrais pas encourager personne à faire ça. » Mais si je repasse mes critères de ce que moi je considère être un kink qu'on va dire acceptable, c'est peut-être pas exactement le bon mot encore, qui serait acceptable, puis dire, OK, ben oui, tu sais, comment faire pour justement te préparer, par exemple, à une situation comme ça, ou par où passer pour aller trouver des gens qui partagent le même fétiche que toi. Je me retrouve un petit peu devant un dilemme, parce que c'est sûr que j'ai envie que tous mes clients, tous les gens qui me contactent, soient le plus en sécurité possible, soient le plus heureux possible aussi dans leur vie sexuelle. Donc, il y a comme une dichotomie à faire entre être heureux, vivre ses fantasmes, vivre ses tripes, puis être sécuritaire, rester en santé, puis les vivre de la meilleure manière possible. Et c'est là où, tu sais, je vous le dis, j'ai pas trouvé de réponse en réalité. Avec les jours à me poser la question de comment j'arriverais à accompagner des gens comme ça, je pense que j'aimerais explorer avec eux probablement l'idée que le fantasme peut peut-être rester un fantasme ou qu'on peut peut-être intégrer une forme de jeu de rôle à la place pour venir titiller ce fantasme-là ou amener cette idée-là dans leur sexualité sans nécessairement se mettre réellement à risque. Je pensais un petit peu au concept du fear play. Donc, dans la grande famille du kink, le fear play, c'est de jouer avec la peur. Donc, on va faire, dans un cadre bien évidemment bien défini, on va venir faire peur à quelqu'un. Ça peut être la peur de dépasser des limites, ça peut aller jusque-là. Ça peut être la peur de certaines choses dont ils sont effrayés, comme les hauteurs. Ça peut être aussi les couteaux, les coupures, les blessures. Donc, on vient jouer vraiment juste dans le mental. Il n'y a absolument rien de ça qui va se passer, mais on va utiliser, par exemple, des fausses menaces. Bien sûr, encore là, comme je dis, le but, c'est de faire un roleplay avec ça. Fait que c'est d'y croire un peu. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être explorer ça comme ça? Donc, rester en sécurité, mais quand même aller jouer avec ces aspects-là. Comment j'en suis arrivée là, c'est que je pensais un petit peu au knife play. Dans le fond, le knife play, c'est le jeu avec des couteaux. En réalité, quand on mélange knife play et fear play, on n'ira même pas utiliser de réels couteaux sur la personne. On va prendre, par exemple, un couteau de boucher super effrayant pour lui faire peur, mais en réalité, après ça, on va lui bander les yeux, déposer le couteau de boucher, puis lui passer un couteau à beurre sur le corps. Donc, le cerveau va faire le travail
de jouer avec la peur, de vivre une adrénaline, de vivre un stress, mais en réalité, la personne est 100% en sécurité tout le long du jeu. En termes d'approche, je pense que j'essaierais sûrement de pousser en premier les possibilités de roleplay. Donc, de quelle manière pourrais-tu vivre ce kink ou ce fantasme-là, si c'est dans cette optique-là, et rester en santé pour le restant de ta vie, parce que ça rejoint bien les deux aspects, les deux valeurs qui sont importantes pour moi. Pour les personnes qui désirent attraper le VIH pour se défaire de la peur de l'attraper, je pense que mon approche serait probablement hyper différente. Je me suis pas encore rendue là, mais je pense qu'il y a peut-être plus de possibilités que dans un cas comme ça, je référerais à l'extérieur de mes services pour avoir le bon accompagnement. Puis j'en ai eu des fétiches de plein de sortes. Des gens qui me sont arrivés avec plein d'affaires au cours des 4 dernières années. Puis 99% du temps, je peux leur dire « OK, let's go ». Je peux les amener à des endroits ou leur montrer des ressources qui vont les aider à réaliser leur fétiche ou du moins devenir plus en sync avec les possibilités qui existent autour d'eux pour réaliser leur fétiche, réaliser leur fantasme, dépendamment du cas. Dans une situation comme celle-là, c'est tellement sur la ligne, c'est tellement dans le gris. Éthiquement, professionnellement, je me verrais pas conseiller quelqu'un vers cette idée-là, ou tu sais, leur donner des ressources pour leur aider à réaliser ce fétiche-là. Je pense qu'il y a un aspect où ce serait encore pire peut-être de ne pas le faire, de ne pas les emmener à comprendre vraiment exactement tout ce que ça va impliquer, de vraiment prendre une décision réellement éclairée, donc essayer de trouver avec eux vraiment les ressources, les autres professionnels aussi qui peuvent les aider justement à naviguer à travers ces choses-là. C'est ça, il y a tout un côté là-dedans qui est très, très gris, puis c'est ça qui fait que je trouve la réflexion poussée, parce que ça nous repousse. Ça m'a repoussé dans les bases là, de ce que je veux offrir comme service, de ce que je veux promouvoir aussi comme sexualité. Dire accepter tous les fétiches, OK, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire encourager forcément? Avec un petit peu plus de recul, j'ai compris que oui, en réalité, je peux accepter tous les fétiches, parce que pour moi, accepter, ça veut dire en entendre parler, ne pas juger la personne qui désire les vivre, parce que la valeur humaine est plus importante pour moi que de mettre les gens dans la boîte acceptable ou non acceptable. Et je pense que c'est pour ça que j'ai la chance dans mon travail de rencontrer des fétiches, des fantasmes de toutes sortes chez des gens qui viennent de tous les milieux. Je me rends compte à quel point ça n'a jamais été mon rôle et que je ne veux pas que ça le soit non plus. Là où je veux me placer, c'est d'aiguiller du mieux possible vers ce qui existe pour que la personne puisse prendre une vraie décision éclairée qui prend en compte tous les aspects d'une situation, pas seulement ceux que la personne veut voir. Donc, autant les aspects positifs, les aspects négatifs. Je crois que du point de vue professionnel aussi, ce que j'aimerais vraiment dans une situation vraiment spécifique comme celle-là, ce serait probablement une approche à plusieurs professionnels pour pouvoir toucher à tous les points pertinents, incluant ceux que moi, je peux pas aborder en coaching, comme la santé mentale et les traumas passés, par exemple. Je crois que c'est hyper important d'aller au fin fond de la question. Et ce fin fond-là se résume pour moi un peu au mot « pourquoi ». Pourquoi est une question que je pose très souvent en coaching. Je crois que plus le pourquoi on fait des choses, pourquoi on pose certaines actions devient le plus clair possible, c'est là qu'on devient vraiment conscient de ce qui nous motive. Donc, peu importe si ce pourquoi-là est beau et noble ou un peu tordu et négatif, une fois que tu connais ce pourquoi-là, la décision peut devenir réellement éclairée selon moi et c'est là que tu as vraiment le pouvoir de prendre une décision aussi. Une décision qui n'est pas poussée par les autres aspects de la vie comme la sphère sociale, la sphère familiale, les pressions aussi des médias, donc ce genre de choses-là par lesquelles on est bombardé constamment et qui affectent, même si on ne veut pas toujours s'en rendre compte, les décisions qu'on prend en général dans notre vie. I can relate to one thing you said quite deeply. Even though I don't share your decision to gift people, I have also experienced what it feels like to be always wondering when you're gonna get HIV. Since I contracted HIV, despite everything that happened and all the pain, I cried for 6 months initially. I have never had better sex than after, because I don't have to worry about that one thing, so I get that. And it saddens me that most people won't give it enough space
to hear that. Like, this is unique. Most people would judge you before they even But there's consider. no. But this is what I'm J'adore comment la personne approche la question sous un angle complètement différent ici aussi. Étant porteur lui-même du virus, il a vécu à travers le processus, il a vécu à travers la question, les questionnements, la difficulté, les réalisations à faire, l'acceptation à faire, le deuil à faire à travers tout ça. Puis ce qui en ressort pour lui, c'est quand même, au final, une fois cette peur-là enlevée de ma tête, donc sachant que dans la communauté, il y a beaucoup de cas d'infection VIH, sachant que c'est toujours un risque quand même assez élevé, plus élevé, ça l'empêchait dans une certaine mesure de profiter pleinement du sexe parce qu'il y allait toujours avec un pas de recul, toujours avec une crainte de peut-être que. Donc, pour lui, d'avoir maintenant le VIH, ça lui permet de dire, ben, je l'ai, ça peut pas être pire. Puis, je comprends comment il peut avoir une forme de relâchement là-dedans, une forme de relaxation qui dit, hey, c'est bon, c'est fait. Maintenant, ben, j'ai plus cette peur-là qui m'empêche d'avoir du sexe. D'une certaine manière, ça serait un peu d'avoir du sexe la tête plus légère parce qu'il n'y a plus ce poids-là constant, cette crainte-là constant qu'il traîne avec lui. Puis l'autre point qu'il amène où il dit que, bon, ben, c'est important d'avoir l'espace pour avoir cette conversation-là. Je pense que, indépendamment de si cette vidéo-là vous a choqué, de si cette réflexion-là, vous ne voulez pas l'avoir, vous l'avez vue, vous avez fait « Non, j'écoute pas ça, je ne suis pas intéressée », c'est important de créer justement de l'espace pour, là on parle du VIH, les ITSS en général. Je pense que ce tabou-là est encore trop présent et trop pesant. Puis c'est en parlant à travers différentes lenses, à travers différentes perspectives qu'on peut arriver vraiment à avoir une vision globale de la situation peut-être. Puis pouvoir arriver à dire « OK, ben tu sais, moi j'ai ces pensées-là, je peux les exprimer, puis oui, c'est sûr que le jugement, c'est difficile de ne pas en avoir, c'est évident. C'est un travail de tous les jours, puis je comprends que c'est pas évident non plus de dire, OK, tu sais, même si j'ai un jugement initial, qu'est-ce que je fais avec ce jugement-là? Je peux agir dessus, puis avoir des commentaires déplacés, je peux être désagréable about it, ou je peux, oui, trouver ça difficile, mais quand même ouvrir mes oreilles, puis ouvrir la capacité d'acceptation de l'autre, puis dire, bon, mais tu sais, toi, tu vis ça, ça veut dire que ça existe, ça veut dire que c'est valide aussi d'avoir ces pensées-là. Puis plus on va en parler de plein de manières différentes, sous plein de perspectives différentes, plus on va arriver aussi à créer un environnement où ça va être de plus en plus facile d'en parler, autant pour les personnes qui vont déjà avoir le VIH, qui ne font pas de bug chasing du tout, que pour les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe un petit peu quand ils commencent à développer un certain fétiche. Puis là, on parle de fétiche un peu plus dans le côté extrême, on va dire, mais pour des fétiches beaucoup plus, je vais dire simple, moi je les considère plus simples, encore là c'est une perspective. Ils vont passer par le même processus, ils vont passer par le même questionnement, le même blocage, donc de s'empêcher d'en parler, de ne pas pouvoir exprimer ce qu'ils vivent par rapport à ça. No. Well, this is what I'm talking about. No, because at the end of the day, you're playing with your life by choice But because you want to have more pleasure. But pleasure is very important. Sex is sex. No. Yeah, it is. Sex is Nah. sex. Sex is sex. Just because you want a bit more pleasure in bed. Like, there's not so many things that can give you extra pleasure that doesn't involve you having bareback sex. And doesn't involve you getting HIV and then giving other people HIV. Je trouve l'aspect du plaisir vraiment intéressant, puis c'est vraiment en le réécoutant au montage que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à explorer là-dedans, il y avait quelque chose que je voulais dire par rapport à ça. Parce que je suis pas d'accord avec la phrase que le sexe est juste du sexe. Je pense pas que le sexe est juste du sexe. Si c'était le cas, ce serait beaucoup plus facile. Le sexe serait plus facile, parler de sexe, ce serait plus facile, avoir des envies différentes dans le sexe serait plus facile et moins jugé. En réalité, pour moi, le sexe, c'est une réponse à une multitude de besoins différents. Puis je vous parlais du pourquoi tantôt, ça revient un peu ici aussi. Parce que je demande souvent à mes coachés, pourquoi as-tu du sexe? Puis réellement, à quel besoin réponds-tu avec le sexe? Et je vous jure, les réponses ne sont pas faciles à avoir dans ces moments-là. Souvent, c'est la réaction première de dire « Ouf, c'est une grosse question ». Et oui, c'est une grosse question. C'est le pourquoi fondamental. Le sexe, c'est beaucoup plus nuancé qu'un besoin de base. C'est pas simplement nourrir ou dormir. Ça touche à la valeur sociale, à l'éducation, à l'amour de soi, au don de soi, oui, au plaisir physique, bien évidemment,
mais aussi aux besoins d'appartenance, aux besoins de reconnaissance. Et c'est encore avec ce pourquoi-là. Donc, à quel besoin on rattache notre désir de sexualité qu'on peut trouver les meilleures pépites de libération de sa sexualité. Alors non, pour moi, le sexe, c'est pas juste du sexe, c'est beaucoup plus que ça. Et je peux vous garantir qu'à la seconde où tu as des intérêts qui sortent de la pénétration, je pense ici au kink, au fétiche plus globalement, aux échanges de pouvoir dans la domination, la soumission par exemple, il apparaît une foule de nouvelles variables qui peuvent devenir nécessaires pour avoir ce grand plaisir-là duquel on parle ou duquel la personne semble parler ici, qui est un peu le plaisir de base dans le sexe que tout le monde mérite. Dans cette situation plus précise-là, on ajoute en plus la variable de la peur. Et la peur, c'est le plus gros turn-off pour une intimité épanouie. La peur d'attraper des maladies, la peur de tomber enceinte, la peur de déplaire, la peur de se faire rejeter, la peur d'être jugé, vont tous venir briser cette étincelle qui mène ultimement vers l'érotisme dans nos vies. Et c'est là où je comprends quand il dit « ça ruine ton intimité complètement, cette peur-là ». C'est pas seulement une pensée fugitive qui vient et qui part, ça peut habiter quelqu'un constamment. The fear that you're gonna get HIV is actually, it's not a little bit more pleasure. It ruins your intimacy for good. I'm not trying to shock you, and I appreciate that a lot of people do find it a very distressing topic. I'm not doing it to create that sort of reaction. Thank you, though, for listening to me. That was difficult. That was really difficult for me. I can tell that it was difficult for you as well. Oh, mate. Yeah. That's what I've just stayed quiet because I have nothing like the arrogance, the narcissism, the entitlement, the privilege. I see different things. I see oppression and potentially... Oppression? Yeah. Okay. Okay, so you see, this is one of the things that I don't think you perceive. I think it's really You can't expect anyone to feel empathetic for people of your community that are like that. I think the end of it is there's just way too much to unwrap here. Well, Right, a lot of... Pour moi, je pense que oui, c'est possible d'avoir de l'empathie parce que il y a quand même un humain en arrière de ça, surtout du point vulnérable où la personne a été se placer dans cette situation-là pour parler du pourquoi et du comment de cet aspect-là de sa vie sexuelle. Ça amène vraiment, oui, un choc factor. Je veux dire, il n'aurait pas fait une vidéo là-dessus s'il n'y avait pas eu la chance que les gens fassent « Oh mon Dieu, ça a l'air horrible, je vais cliquer dessus. » On va se le dire, OK? Mais je pense qu'il faut essayer de ne pas se fermer. Donc, l'incompréhension, c'est une chose. Ne pas comprendre le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui amène quelqu'un à faire telle ou telle chose, X ou Y, n'empêche pas une certaine empathie, puis dire, OK, par quel chemin t'es passé pour en arriver là, puis par quel chemin tu vas continuer pour vivre ta vie le mieux possible. Encore une fois, c'est très, très personnel, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là sous ce format-là, complètement sorti du format habituel, parce que j'ai pas de bonne réponse, c'est pas des conseils que j'ai à vous donner, je veux juste vous amener quelque chose que je pense que vous auriez pas vu autrement, puis je pense qu'avec ça... vous allez avoir beaucoup de food for thought, donc beaucoup de réflexions à faire par vous-même. Si vous avez envie d'en jaser, écrivez-moi dans les commentaires ou écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir aussi de voir votre perspective. Restez par contre toujours super respectueux dans la question. Je veux pas avoir de slurs, je veux pas avoir de jugement hyper négatif, puis juste des insultes. Ces commentaires-là ne seront pas postés, donc restez respectueux, mais ouvrez la conversation si vous en avez envie, puis si vous avez des anecdotes qui pourraient faire avancer la question, c'est toujours super bienvenu comme intervention. Sur ce, prenez soin de vous, mes kinky curieux et curieuses, puis je vous dis à bientôt.